Bonsoir et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la deuxième table ronde de ce forum live Libération, organisé en partenariat avec Google, sur le thème « Les cités numériques quand Internet change nos villes ». Et nous poursuivons cette soirée sur une tonalité plus politique avec Johanna Roland, maire de Nantes et présidente de la métropole de Nantes. Bonsoir. Bonsoir. Axel Lemaire, ex-secrétaire d'État chargé du numérique et de l'innovation. Bonsoir. Et Carlos Moreno, professeur associé à l'IAE de Paris, spécialiste des villes intelligentes. Alors on dit souvent... Bonsoir. Alors on dit souvent que le data est le nouvel or noir, que celui qui détient les données détient les clés de la cité. Or, ces données sont concentrées en grande partie entre les mains des GAFAM qui bousculent le politique dans l'exercice de ses compétences traditionnelles. Carlos Moreno, peut-être pour commencer, que peut-on ou que faut-il faire pour rééquilibrer les pouvoirs et éviter de sombrer dans ce que vous appelez le monde des zombies geeks? Oui, absolument. Quand je parle des zombies geeks, je parle donc de cette manière d'utiliser le numérique de manière massive qui produit une intensité dans l'usage, mais personnelle, individuelle, notamment on le voit au travers les grands réseaux sociaux, et qui produit une déconnexion sociale extrêmement importante. Je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, donc les siècles des villes, pour reprendre les propos de l'ancien président de l'Association des maires des États-Unis, Wellington Webb. Et donc, ce siècle des villes, il est en même temps le siècle de l'hyperconnectivité. Et pour autant, on n'a jamais été autant hyperconnecté au niveau technologique qu'avec un risque de déconnexion sociale extrêmement important. Et entre les deux, on a cette production massive de données de tous et chacun, notamment au travers de tous ces réseaux sociaux, qui sont captés à notre insu de notre plein gré et qui produisent par ailleurs une certaine déformation, ce que j'appelle les miroirs flous de la réalité, et qui conduisent à toutes ces malheureuses bulles de toutes sortes, à tous ces fake news, à tous ces phénomènes d'astroturfing, à tous ces phénomènes de manipulation finalement de notre réalité. Et moi, je pense qu'il faut situer la problématique de la donnée au travers, d'une part, comment on produit la donnée, comment on consomme la donnée et surtout quel usage nous voulons lui donner. Et pour moi, les mots-clés dans cette notion donc, des usages de la donnée dans la ville, il vient dans ce qu'on appelle le développement des biens communs à l'échelle donc de la territorialité. Je pense que la granularité aujourd'hui de l'usage de la donnée peut être caractérisée par la manière de créer de la valeur écologique, économique et sociale à l'endroit où nous habitons. Je pense que les grands enjeux aujourd'hui est dans le siècle des villes, dans le siècle des territoires, une territorialité heureuse. Je plaide pour cette proximité, je plaide pour cette proximité heureuse, je plaide pour la convergence de la création de valeurs écologiques, économiques et sociales, et la data a du sens quand les usages qui sont proposés vont dans le sens donc du bien commun. Et en fait, pour aller au-delà du bien commun, je m'intéresse beaucoup, par exemple, à ce qu'on appelle en France le mouvement mutualiste, qui a produit un concept extrêmement intéressant qui s'appelle le mieux commun. Et je pense que le passage des biens communs de la data au mieux commun, qui est la manière comme on vient satisfaire nos besoins écologiques, économiques et sociaux, se feront donc au travers une data qui est mise donc au service des applications qui peuvent aller dans l'essence d'un usage pour une mobilité plus douce, pour une mobilité plus soft, pour un habitat dans de bonnes conditions, pour un travail à distance dans lequel donc on réduit le CO2, mais dans lequel on garde une sociabilité. Je pense que la grande bataille que nous avons à affronter dans les années qui viennent, c'est comment faire que la donnée personnalisée qui n'est pas du tout anonymisé, parce que quoi qu'il arrive, donc on est inspiré par ces grandes plateformes, ces grands moteurs, et qui derrière donc nous traquent et nous font donc une espèce de vie numérique basée essentiellement sur le marketing et sur le dévoiement donc de notre propre capacité à satisfaire des besoins essentiels au profit des choses dont nous n'avons absolument pas besoin, ce qui est propre donc de tout marketing, c'est donc de faire appel au niveau de la gouvernance
à celles qui sont là et ceux qui sont là, donc les pouvoirs publics, qui doivent user de son pouvoir, de sa capacité des régulations pour que l'usage donc du bien commun, au travers de ce que j'appelle le mieux commun, produise donc cette hybridation. Je pense que les mots-clés, c'est cette hybridation qui est chère à un certain nombre de nous, c'est-à-dire comment la donnée peut concrètement offrir à chacun un usage quotidien. Alors vous parliez justement, Carlos, c'est intéressant, de régulation. Axelle Lemaire, vous avez été secrétaire d'État chargé du numérique et de l'innovation entre 2014 et 2017. C'est un sujet que vous maîtrisez parfaitement. Vous avez plaidé pour la loi pour une république numérique qui avait justement l'ambition de renforcer le pouvoir des citoyens, les droits des citoyens aussi en termes de données personnelles, en termes de neutralité du net, de protection des données. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les limites de cet exercice ? Alors c'est vrai, j'ai défendu la loi pour une république numérique. Je trouve qu'aujourd'hui, il faudrait défendre la loi pour le municipalisme numérique. Je crois qu'il y a un texte législatif qui doit arriver au Parlement, qui sera la loi 3D, mais dans les 3D, il manque le 4e, et c'est la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir les clés d'une ville? C'est depuis le Moyen-Âge, c'est un honneur, une forme de reconnaissance. Louis XVI a reçu les clés de la ville de Paris le 17 juillet 1789, donc 3 jours après la prise de la Bastille. On voit bien toute la symbolique politique du pouvoir autour de cette notion de clé. Et qu'est-ce qui est le fondement du pouvoir dans une démocratie républicaine? Eh bien, c'est la capacité du peuple de décider à travers ses élus. Or, cette gouvernance dans le monde réel, elle n'est pas, ou pas encore, diront certains, transposée dans le monde numérique et en particulier au niveau des villes dites intelligentes, c'est-à-dire augmentées grâce aux technologies numériques. Donc aujourd'hui, dans ce monde hyper connecté que Carlos a décrit, la voix des citoyens, elle se fait tout le temps et directement entendre par le biais des réseaux sociaux, et tant mieux, et fort heureusement. Mais cette voix, elle n'est pas intermédiée, elle n'est pas gouvernée, elle n'est pas légitimée. Et donc, c'est d'autant plus important d'organiser la gouvernance citoyenne des villes numériques que pour le fonctionnement de ces villes, le rôle des entreprises, des acteurs économiques privés est déterminant pour déployer les architectures numériques qui sont le socle du fonctionnement de ces villes. Or, ce qui manque aujourd'hui, c'est la voix des citoyens. Si le projet de Google à Toronto a échoué l'année dernière, à travers la filiale de Google qui est en charge du développement urbain, c'est parce que les habitants des rives du lac Ontario ont estimé que leur voix n'était pas assez entendue et qu'il y avait une prépondérance, une domination des intérêts commerciaux privés contre l'intérêt général. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question concrète qui se pose à nous lorsqu'on construit une ville numérique, c'est comment réserver une place aux citoyens dans les décisions de gouvernance de cette ville. Et puis, c'est aussi comment transposer cette réflexion dans les technologies elles-mêmes. Et on a des solutions techniques. On a des solutions techniques comme l'open data, comme la portabilité des données, comme l'interopérabilité des systèmes d'information, comme la transparence des algorithmes, et puis aussi des contrats de concession qui, si possible, ne concèdent pas tout aux entreprises concessionnaires. Donc, moi, je suis intimement convaincue, et je l'ai vu, que les villes peuvent être plus intelligentes grâce aux technologies numériques, ne serait-ce que pour mesurer. Et à l'heure du changement climatique, qui dit mesurer, grâce à la collecte de données, dit exiger, dit rendre redevable, rendre transparent. Donc, c'est indispensable, mais à mon avis, à 2 conditions. C'est de ne pas oublier d'abord que Internet peut être un bien commun et que c'est une vision politique qui a même été pensée comme ça au départ. Et puis aussi que ce qui rend surtout intelligentes les villes,
Eh bien, ce sont ses habitants, d'abord et avant tout. Voilà, vous parliez de clés, je pense que vous en donnez une autre. La clé est là, nous sommes en compagnie de Johanna Roland, qui est justement maire de Nantes, la 6e ville de France en termes de population, enfin selon le dernier classement, parce que vu le nombre de gens qui s'y ruent ces dernières semaines et ces derniers mois, ça devrait évoluer. On imagine la quantité énorme de données qui circulent au quotidien dans une métropole comme celle de Nantes. Comment utilisez-vous ces données pour optimiser la gestion de ce territoire, tout en protégeant les droits des citoyens ? Je crois d'abord qu'on part d'un principe essentiel qui est de considérer que le numérique, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. La fin, c'est la société qu'on veut conduire. La fin, c'est le projet politique avec un grand P qu'on veut bâtir. Et donc la fin, c'est le projet de territoire qu'on essaie d'élaborer. Et pour moi, c'est très important de commencer par dire cela. Parce que ce n'est pas du tout la même chose de dire qu'on met le numérique au service d'un projet de société que de dire que le numérique est l'objectif à atteindre en soi. Carlos Moreno parlait tout à l'heure de la question des biens communs. La question qui se pose à nos sociétés et donc à nos villes, c'est quelles sont les attentes des citoyens à l'égard du numérique? Comment on utilise le numérique pour lutter contre les fractures sociales? Comment on utilise le numérique pour lutter contre les fractures territoriales? Ça, c'est la responsabilité, si je le dis en termes très politiques, de la gauche écolo de demain, d'avoir une pensée là-dessus et d'y mettre des propositions très concrètes. Et il me semble que quand on pose la question de la régulation, Axelle Lemaire vient de le faire à l'instant, quand elle dit finalement, est-ce que le citoyen, il a la garantie que dans les villes intelligentes, ce n'est pas à la fin la technique qui a la maîtrise, mais bien l'homme qui a choisi la technique pour la mettre au service de quelque chose. Et ça, c'est un combat, ça ne se fait pas tout seul. C'est un combat parce qu'il y a des lobbying, ne nous le cachons pas, et donc il faut que cette voix, elle soit portée, qu'elle soit portée de manière forte. Il faut pouvoir ensuite le traduire à travers des projets très concrets, parce que sinon, ce n'est que des mots et ça finit par sonner un peu creux. Et donc, la force des territoires, je crois, la force des villes et de la gouvernance des villes, et c'est vrai qu'il faut le dire, parce qu'on reste quand même dans un pays qui reste très centralisé, avec une tradition jacobine très forte. Et finalement, cette transition numérique, elle doit venir soutenir une transition écologique et une transition démocratique. C'est ce mouvement que nous avons à bâtir. Dans nos villes, je crois qu'on a tous fait l'expérience de projets qui sont venus accélérer des transitions positives. Je vais prendre un exemple nantais, crise sanitaire, les commerces ferment. On a un projet de plateforme, Ma Ville, Mon Shopping, soutenu par exemple par La Poste et par des acteurs économiques locaux. Honnêtement, ce projet, il aurait vu d'habitude 3 ans pour sortir. Là, il est sorti en 3 mois parce que la crise nous a amenés à aller plus loin et plus fort sur l'enjeu de la consommation responsable. Et là, on met le numérique à ce service. Mais on a besoin de la subsidiarité des niveaux de territoire. Je prends un deuxième exemple pour dire sur quel sujet on a besoin d'aller chercher, y compris jusqu'à l'Europe. Vous voyez toutes ces plateformes qui existent aujourd'hui de livreurs à vélo, avec des conditions quand même en termes de droits sociaux derrière qui sont absolument catastrophiques, qui ne peuvent pas ne pas nous interroger. Eh bien à Nantes, avec d'autres, on fait 2 choses. On accompagne une réponse nantaise, les livreurs nantais, avec des pratiques plus responsables, plus durables, mais on travaille avec d'autres villes à interpeller, y compris l'Europe, en disant sur ces sujets, vous devez vous y pencher, vous devez vous en emparer. Donc moi, je crois d'abord que le numérique est politique et qu'on doit le réaffirmer comme tel. Ça pose la question de la régulation, ça pose la question des limites. Je mets un sujet au débat, la reconnaissance faciale. Est-ce que la société que nous voulons demain, celle pour nos enfants, c'est celle qui privilégie ça? Et puis ensuite, c'est de pouvoir donner à voir de toutes les opportunités extrêmement créatives qui existent à travers cela. Le dernier mot que je voudrais dire peut-être, c'est que comment on dit que avoir les clés de la ville, c'est pas être enfermé sur le local. Parce qu'il me semble que la grande force de la gouvernance des villes, c'est justement d'être capable de travailler en réseau. C'est vrai à l'échelle du pays. Moi, je le vois quand je travaille avec mes collègues à Paris, à Strasbourg, à Lyon, à Rennes ou à Montpellier. On invente des choses ensemble, y compris sur ces sujets. Regardez le manifeste des villes durables qui a été travaillé notamment par France Urbaine. C'est bien cette coopérative de villes qui le fait et qui peut demain aussi le faire à l'échelle européenne et internationale. Ce que je veux dire par là, c'est que la gouvernance des villes, ce n'est pas le repli sur le localisme.
C'est intéressant parce que cette question d'échelle, qu'on a souvent d'ailleurs l'habitude de traiter en partant de l'échelle centrale du jacobinisme et d'aller jusqu'à l'échelle locale, en imaginant d'ailleurs que les métropoles aujourd'hui qui regroupent plusieurs villes peuvent être une réponse adéquate ou un niveau intermédiaire de réponse tout à fait pertinent, et il l'est dans bien des cas. Carlos Moreno, vous soulevez aussi le risque d'une ville qui va d'une certaine manière, en se recentrant sur la population, sur ses besoins, sur ses usages, va recréer des cercles de sociabilité, de mobilité, peut-être parfois plus restreints. Une ville qui, sans s'atomiser, va être d'un seul coup moins centralisée, mais polycentralisée, nucléarisée, va réinventer un maillage du service et des besoins un peu différent. C'est ce que vous appelez la ville du quart d'heure. Expliquez-nous. Oui, je plaide pour cette notion de ce que nous appelons l'hyperproximité dans nos travaux, c'est-à-dire une proximité maillée, pas tout à fait une nucléarisation, c'est pas tout à fait la même chose, plutôt une ville polycentrique, c'est-à-dire une ville très tournée vers des services, vers des usages. Nous avons modélisé 6 choses essentielles à satisfaire: un habitat digne, un travail dans de bonnes conditions avec le moins de CO2 possible, s'approvisionner avec des circuits sains et courts, accéder à la santé et physique et mentale à courte distance, accéder à l'éducation et à la culture et à l'épanouissement. On considère que ces 6 besoins essentiels, assumés en proximité des manières physiques ou au travers les nouvelles technologies d'une manière maillée, à l'image de l'Internet qui lui-même est maillé, qui lui-même est décentralisé, contribuent à rééquilibrer les villes, à recréer du lien social, à recréer 4 choses qui nous paraissent essentielles: écologie, un monde décarboné dans chacun de nos actes, proximité, utiliser mieux toutes les infrastructures dont nous avons et utiliser les numériques pour pallier là où elles sont absentes, solidarité, les liens sociaux, intergénérationnels, l'espace public et l'égalité des genres, et la participation citoyenne pour s'investir localement. Mais nous voulons avancer dans cette hyperproximité pour s'ouvrir justement donc aux autres. C'est pour aller avec cette notion de gouvernance par le commun, parce que nous croyons donc à cette notion de la vie en réseau, ce que disait Pascal, donc le monde est une sphère dans laquelle la circonférence elle est partout et les centres elle est nulle part. Et c'est ces maillages qui se marient assez bien avec des nouvelles technologies, avec l'Internet, avec les communs, avec une écologie qui prend soin du climat, qui prend soin aussi des plus fragiles et qui cherche également dans cette période de Covid à que les gens ne soient pas en situation d'isolation, d'isolement, mais plutôt dans l'essence donc d'une connectivité plus forte. Et je crois que vous avez tous utilisé de manière différente le même terme, celui de politique. Axel Lemaire, est-ce qu'on peut dire que le numérique est aussi un formidable outil pour réconcilier les citoyens avec le politique ? Il peut l'être, mais à certaines conditions. À l'inverse, il peut être un outil de manipulation et d'instrumentalisation et de fausses informations. J'ai posé la question sur Twitter dans le cadre de ce forum. J'ai dit à qui appartient les clés des villes numériques et on m'a répondu la NSA, la National Security Agency. Donc un mot qui n'a pas encore été prononcé, c'est celui de liberté. Et donc la liberté d'expression, elle est fondamentale aussi pour créer la confiance qui permet la véritable expression citoyenne. Mais oui, je considère pour ma part que c'est un outil qui peut être mis au service de la démocratie et j'avais essayé de le démontrer dans l'expérience menée sur la loi pour une république numérique, puisque c'est la seule loi qui a été co-construite, écrite avec des citoyens en ligne. Le texte, dès les premiers travaux d'écriture, a été posté sur Internet, a été ouvert à la contradiction et aux contributions, et a finalement été modifié plus de 90 fois avec 5 nouveaux articles de la loi qui ont été intégrés. Et puis, je dirais presque surtout avec un débat parlementaire qui a suivi d'une très grande qualité et une loi, et c'est la seule du quinquennat, du quinquennat précédent, adoptée à l'unanimité. Ce n'est pas complètement par hasard. C'est bien que de l'intelligence collective peut naître non pas un compromis qui serait un dénominateur commun par le bas, mais une forme de consensus républicain qui permet d'avancer. En ce sens, je suis profondément social-démocrate parce que je crois à la force du pouvoir social pour garantir la démocratie.
Et là, Johanna Roland, peut-être pour conclure l'initiative que vous avez portée l'année dernière de la charte de la donnée métropolitaine, vous parliez de la reconnaissance tout à l'heure faciale, mais sur les questions aussi d'encadrement de l'intelligence artificielle et de l'usage qui peut en être fait dans une ville. Comment est-ce que vous voyez, vous, à l'échelle justement d'une métropole comme celle de Nantes, la capacité plus concrète que vous pouvez avoir en tant que politique à gérer ce débat, à gérer ces questions qui finalement dépassent très largement le simple cadre local? D'abord, je crois qu'une des forces de l'échelle locale, c'est d'être en capacité d'organiser effectivement ces temps d'échange et de débat citoyen. Je vais prendre un exemple très concret. À Nantes, on avait fait le choix d'organiser un moratoire sur le déploiement de la 5G, le temps d'un débat citoyen. Moi, je crois qu'on est dans une société qui est trop fracturée et qui l'est de plus en plus. Enfin, quand on y mesure le niveau de crispation et de tension dans la société, ça doit nous interpeller. Et quand je vois comment ce sujet a parfois été caricaturé, amiche ou ne pas être amiche, je ne crois vraiment pas que c'était la question de la 5G. Une démocratie adulte, une démocratie mature, elle doit être capable de débattre tranquillement, sereinement de ces sujets-là. C'est en effet faire le pari de l'intelligence collective. Et donc je crois qu'on doit continuer d'abord à porter la contradiction, parce que le débat politique, c'est ça. On ne fera pas l'économie, par exemple, de s'interroger sur la conjugaison de la transition numérique et de la transition écologique. Ça va être le thème de notre prochaine table ronde, en effet. On ne peut pas faire l'économie de ce débat-là. Comment demain, nos territoires, dans une logique à laquelle je suis attachée, que j'appelle l'alliance des territoires, c'est-à-dire on arrête d'opposer les grandes villes aux campagnes, on arrête de faire croire et de raconter partout que toutes les grandes villes sont riches et que tous les territoires ruraux sont pauvres, parce qu'au passage, quand on dit ça, on dit à tous les habitants de nos quartiers populaires qui sont devenus invisibles aux yeux de la République, alors bonjour pour la capacité de cohésion nationale ensuite. Et donc, on utilise nos territoires pour contribuer, par exemple, à des filières de réemploi. Parce que notre responsabilité politique et citoyenne, ça va bien être de trouver la manière dont on peut conjuguer les questions sociales, les questions écologiques et les questions numériques. Tout à fait. Et donc, je pense qu'on peut retenir, pour ma part en tout cas, c'est le cas, ces trois mots: proximité, démocratie et inclusion. C'est ce que permet le numérique quand le politique s'en saisit efficacement. Merci à tous les trois. Et on se retrouve dans quelques minutes pour notre troisième table ronde de ce forum Live Libération en partenariat avec Google. Cette table ronde sera consacrée au délicat rapport entre numérique et environnement.